Aujourd'hui, un bibi blabla peut-être un peu long, tiens, pour changer. On va parler un petit peu comment se préparer quand on veut enregistrer un album. C'est tout de suite dans Bibi Blabla. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de préparation. Oui, un peu comme un sportif de haut niveau que vous êtes et que je suis bien entendu pour enregistrer un album. Alors, l'idée forcément m'est venue puisque je suis à l'aube, comme on dit, de l'enregistrement de mon album. Donc je vais vous faire suivre ça pendant tout le mois d'avril. Et forcément, je me suis préparé comme un athlète de haut niveau. Non, j'exagère. Mais j'ai essayé de me préparer au mieux en fonction de l'emploi du temps que j'avais et en fonction de mes disponibilités. On va voir des points essentiels pour éviter de foirer l'enregistrement de son album. Alors en même temps, je dis ça, mais le risque de foirer l'enregistrement d'un album reste toujours présent. Et je pense que, tiens, petit conseil en préambule, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais sûr. On a sur un album ou un EP plusieurs titres, donc 5, 6, 8, 10, 12, 14 titres enregistrés. Et donc, on va multiplier le risque forcément de se planter peut-être à un moment. C'est très très dur de faire un strike sur l'ensemble, d'avoir le nombre de titres qui va figurer sur l'album, de faire un perfect, je dirais, sur chaque titre. Donc, pour cela, on va voir ensemble comment se préparer au mieux. Avant cela, vous avez aussi dans le cadre de ce Bibi Blabla, des e-books gratuits à télécharger dans le descriptif, notamment un e-book qui va très bien avec ce Bibi Blabla, qui sont les conseils pour réussir sa séance studio à coup sûr. Voilà, vous avez aussi 10 conseils pour préparer son projet musical. Bref, vous allez voir, vous avez dans le descriptif donc des e-books gratuits à télécharger. Et puis, vous avez aussi des formations sur le home studio, des formations sur Cubase, des formations sur les EQ, la compression, les reverb delay, le mixage, la mise à plat, le gain staging. Bref, j'ai essayé de vous en faire le maximum. Une nouvelle formation arrive prochainement, avant l'été j'espère, sur production de batterie. Voilà, donc je vous détaille comment on enregistre une batterie, comment on édite une batterie, comment on produit le son d'une batterie. Bref, je vais essayer d'être le plus complet possible. Donc ça arrive avant le mois de juillet. Et puis, vous avez aussi la formation pour ceux qui veulent, qui s'intéressent au business musical. Vous avez la formation Devenez musicien entrepreneur. C'est plus de 80 heures de cours, plus de 34 chapitres, plus de 200 vidéos. Vous avez une cinquantaine de webinaires disponibles. Bref, une formation ultra complète sur comment monter un business musical, un écosystème autour de vous et de votre musique. Mais avant de construire un écosystème, avant de faire du business musical, il faut avoir un support et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on a tous eu envie d'enregistrer un album, on l'a tous fantasmé, on l'a peut-être fait, peut-être que ça s'est bien passé, peut-être que ça s'est pas forcément bien passé, que l'on a réservé le studio, qu'au final le studio, ça s'est pas bien passé dans le studio avec le producteur, ou alors qu'on n'a pas été bon. Bref, on va essayer de voir aujourd'hui un ensemble de points, bien sûr une liste non exhaustive, mais qui vont vous permettre, j'espère en tout cas, de vous donner envie d'enregistrer un album ou un EP. Deuxièmement, qui vont vous préparer et qui vont vous éviter des erreurs que je vois ici à la cabane à son, que je vois par expérience maintenant depuis près de 20 ans où j'enregistre que ce soit pour moi ou pour les autres des albums. Et donc, j'ai essayé de lister tout un tas de points qui doivent vous permettre d'être meilleur au moment de démarrer l'enregistrement de l'album pour optimiser le résultat. Et quelque part, c'est un petit peu ce que j'ai suivi. Vous allez voir en image ma préparation sur l'enregistrement de mon album qui va avoir lieu donc au mois d'avril. Alors le point numéro 1, le point sur lequel vous devez mettre votre focus dès le départ, c'est bien entendu les chansons. Vous enregistrez un album et donc
vous avez une sélection de chansons à faire. Alors comme je dis sélection, vous voyez bien, ça veut dire que vous devez en avoir plus normalement que ce que vous allez enregistrer. On connaît tous les gens de nos stars préférées qui vous disent que pour l'album, ils avaient 50 titres, ils en ont travaillé 30 pour en garder que 10. Eh bien, je dirais quelque part, il faut arriver à une statistique, j'allais dire proche de ça. C'est très difficile parce que bien souvent, quand c'est pas notre métier, quand on n'a pas le temps de faire ça absolument toute la journée, eh bien, on fait aussi un peu avec ce qu'on a. Ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes les chansons ne sont pas forcément bonnes à être enregistrées, premier point. Et ensuite, toutes les chansons ne sont peut-être pas bonnes à être enregistrées avec ces autres titres. Donc, quand vous travaillez sur un album, sur un EP, vous devez avoir une cohérence, une cohésion dans les titres, parce que c'est ça qui va être important. Vous ne sortez pas un single, vous sortez un support sur lequel il y a plusieurs titres. Et donc, vous devez faire attention à avoir une cohérence dans ce que vous allez enregistrer. Un album, un EP, c'est quelque part, c'est une histoire que vous devez raconter en plusieurs scènes. Voilà. Donc, le truc, c'est que vous devez vous poser la question de savoir est-ce que ce titre-là est judicieux avec tel autre titre. Et puis après, bien entendu, vous allez avoir l'ordre des titres. Mais vous devez déjà commencer un peu à vouloir raconter une histoire, à ce qu'il y ait une cohérence. En plus, aujourd'hui, on revient avec le support. Donc, je vous ai fait des bibi blabla récemment sur arrêtez de donner votre musique, où je vous parle vraiment du retour du vinyle. J'ai lu cette semaine que le CD, pareil, était en retour en force. Voilà, même si les gens achetaient les CD pour l'objet, bien souvent n'ouvrez pas le cellophane et gardez l'objet. Mais bref, on a un retour, je pense, de la part des fans, des consommateurs de musique, à avoir envie d'avoir quelque chose de cohérent. Donc, ne vous trompez pas, soyez cohérent dans ce que vous allez proposer et donc faites quelque chose qui va avoir un sens, une histoire, avec un premier titre, un deuxième titre. Même si vous n'êtes pas dans un premier temps au clair avec l'ordre des morceaux, mais quelque part, vous devez choisir des thèmes qui vont aller les uns avec les autres pour raconter quelque chose. Pareil que ce soit dans le style de la musique ou le thème de l'écriture. Moi, par exemple, sur l'album, je suis parti sur 10 ou 11 titres à la base pour finir avec 8 parce que il y avait des titres que j'avais envie d'enregistrer, mais en même temps, ils ne collaient pas avec les autres. Voilà, donc je voulais avoir vraiment, en tout cas, essayer d'avoir une cohérence de l'histoire que j'avais envie de raconter avec ces titres et puis donner une couleur aussi à l'album. Donc voilà, je suis parti sur 10 titres, je vais finir sur 8. Voilà, les 8 titres sont en tout cas prêts à être enregistrés. Et l'idée, c'est aussi ce que j'ai fait, le point sur lequel j'ai fait attention, c'est que j'ai envie de presser un vinyle sur cet album. Donc, j'ai fait aussi attention à la durée des titres. Comme dans mes bibi blabla, j'ai tendance à faire long, j'ai choisi des titres qui avaient des durées me permettant d'être en dessous des 40 minutes, voilà, qui est le maximum conseillé pour presser un vinyle. Et donc, sachant que j'avais un titre qui faisait près de 10 minutes. Donc déjà, voilà, ça laisse un petit peu moins de place au nombre. Et puis voilà, donc j'avais vraiment envie de faire un truc un peu concis, pas forcément très long. Et donc, mon album va faire environ entre 30 et 35 minutes. Voilà, donc j'ai des titres classiques de 3,30 et puis des titres à 4. Et donc, je vous ai dit un titre à 10 minutes. Donc voilà, donc l'idée... Pensez quand vous préparez votre projet un petit peu d'avoir une cohérence, de raconter une histoire, une unité. C'est important, je pense, de se projeter et de pas faire comme certains groupes que je connais qui arrivent en studio, qui bookent un studio, qui ont 5 riffs et qui après font tout en studio. Alors, oui, la magie peut opérer en studio, mais
la magie sur 10 titres, on va dire, dans un temps assez concis, puisque nous ne sommes pas comme nos stars préférées, on n'a pas, j'irais, des mois à rallonge de studio. Donc voilà, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne savez pas exactement sur quoi vous allez travailler et sur quel titre, enfin, en gros, si les titres ne sont pas composés, la magie, elle peut opérer, mais elle ne va pas opérer sur tous les titres. Donc, évitez d'arriver un peu la fleur au fusil en vous disant « Voilà, je vais improviser en studio, je vais faire ça ». Il y a des trucs que vous allez improviser, mais il y a des choses où vous devez avoir des bases solides et vous devez savoir exactement où vous allez. Donc, préparez vos chansons. Point numéro 2, eh bien, maquettez vos titres dans votre DAW préféré. Ça, c'est un conseil que je donne maintenant à tous mes clients. Dès l'instant où je dois travailler avec eux, que ce soit sur une entrée en studio ici à la cabane à son, que ce soit une entrée dans un autre studio, peu importe. En tout cas, dès l'instant où ils passent par mes petits doigts un peu potelés, je leur conseille de maqueter leur titre parce que c'est très important pour les raisons suivantes. Déjà, ça va vous permettre de donner une image un peu claire et précise au producteur avec lequel vous allez travailler de ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est les morceaux que vous avez dans votre tête, mais le fait d'arriver et de dire voilà, ça c'est les bases de ce que je veux faire, ça va permettre au producteur que vous allez engager de pouvoir se projeter avec vous dans votre univers et de pouvoir vous faire des suggestions. Ça, c'est super important. Même des maquettes mal réalisées, moi je m'en fous, même si ça... S'il n'y a que des... j'ai eu le cas avec un artiste sur un guitare-voix, je lui ai dit tu m'enregistres les titres avec ton téléphone. Voilà, j'ai besoin d'avoir un truc avant que tu arrives au studio. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision pour la personne qui va s'occuper de vous, pour qu'il puisse aussi se projeter dans votre univers et arriver avec des suggestions pour optimiser votre projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi, eh bien, triturer vos maquettes. Voilà. On l'a fait notamment avec le groupe Lucis l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai demandé à Jérémy de maqueter tous ses titres, puisque ce qu'on a fait dans le cadre de la prod de l'album, c'est qu'on est allé plus loin. Lui, il a maquetté avec... il était sur Logic, donc avec les batteries de Logic, il a enregistré ses guitares, des basses, Lucie a mis des voix témoins, et puis on s'est retrouvés, les 4 musiciens ici à la cabane à son, pendant 2 ou 3 jours, et en fait, on a découpé les titres, on a écouté, on a commencé à poser une batterie témoin, donc j'avais mis 4 micros autour de la batterie, c'était vraiment histoire d'avoir commencé à travailler le groove, voilà, et donc on a préparé sur cette deuxième étape les titres qui étaient toujours en stade de maquette, c'est-à-dire qu'on a commencé à découper les maquettes de Jérémy, ensuite avec eux on a posé les batteries, on s'est posé la question est-ce que c'est le bon groove, est-ce qu'on veut quelque chose de droit, est-ce qu'on veut quelque chose de syncopé, bref, on a commencé à poser différents grooves de batterie, ok, et puis après on a redécoupé encore les batteries pour pouvoir les mettre, je dirais, un petit peu comme on voulait et commencer à produire le titre, ou en tout cas à amener le titre avant l'enregistrement sur une évolution qui allait permettre à Keuj de savoir exactement ce qu'il allait enregistrer comme batterie, ce qui nous a permis de faire donc les batteries en 2 jours, et on savait exactement où on allait, ce qui m'a permis moi aussi de préparer les lignes de basse plus dans une idée, d'avoir une idée en partant des idées de Jérémy, mais d'amener un peu mes idées moi en tant que bassiste. Et puis, Lucie, ça lui a permis aussi d'avoir une base un peu plus solide pour continuer eh bien, à travailler son chant chez elle et à finir d'écrire les textes des morceaux. Bref, cette étape-là, en 2 temps, je dirais donc maquette à la maison plus pré-maquette au studio, eh bien, nous a permis de définir plein de choses. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, qu'on ne prend pas assez en considération quand on prépare des titres, c'est le tempo des morceaux. C'est ultra, ultra, ultra important. Vous pouvez faire varier vraiment la musicalité d'un titre, l'émotion d'un titre, le ressenti d'un titre avec un point ou 2 de plus ou de moins. C'est très important. Voilà, moi par exemple, sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Perdu, eh bien le tempo est de 78.4. Quand j'ai maquetté le titre,
j'ai passé, je me souviens très bien, parce que je l'ai fait il y a très longtemps, j'ai dû le faire en 2012, c'est une maquette qui date de 2012, eh bien j'ai passé beaucoup de temps pour trouver le tempo parce que ce titre raconte quelque chose et donc il devait avoir un groove par rapport au jeu de guitare. Et en fait, pour trouver le bon groove de guitare et pour donc donner la bonne émotion, celle que je recherchais par rapport au texte que j'avais écrit, eh bien, j'ai passé, je sais pas, 2-3 heures à trouver, à chercher le bon tempo. Et donc, comme je vous dis, j'ai fini à 78.4 parce que ça ne pouvait pas être 79, parce que ça ne pouvait pas être 78, parce que ça ne pouvait pas être 78.5. Et donc, voilà, j'ai essayé 78.6 et j'ai fini sur 78.4. La même chose sur mon titre Si installé, je vous mets le lien ici, qui est sorti en 2019, enfin que j'ai ressorti en 2019 avec une nouvelle version. Et bien de mémoire, le tempo est de 99.7. Voilà, pareil, le riff tourne d'une certaine manière et ne peut tourner que parce que il est à ce tempo-là. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'être aussi psychopathe que moi dans le choix du tempo, mais par contre, sincèrement, vous devez porter une attention très particulière au tempo parce que c'est, je vous dis, à un point ou deux de plus, vous allez ou pas trouver le bon feeling, trouver le bon sweet spot pour votre titre. Donc vraiment, prenez du temps et c'est pour ça que c'est important de maqueter parce que vous allez vous poser ce type de questions sur votre titre pour vraiment trouver eh bien, la musicalité là, qui va coller le mieux à ce que vous voulez exprimer. Et puis enfin, le point pour lequel c'est important de maqueter dans votre dos, c'est que vous voyez, moi par exemple, sur cet album, quand je me suis décidé, eh bien en fait, j'avais à ma disposition environ entre 25 et 30 titres disponibles que j'avais maquetté au cours des 10 dernières années, puisqu'il y a des titres sur l'album que j'ai donc maquetté en 2010-2012, voilà, puis des titres plus récents. Et donc, en fait, j'avais à ma disposition plusieurs titres. Et donc, on en revient au point numéro 1. J'avais accès immédiatement, donc ce qui m'a permis d'aller très vite dans le travail de préparation, en tout cas de choix des titres, puisque j'ai dû réécouter tout un tas de maquettes que j'avais enregistrées. Et pour me dire, bah non, celui-ci, ouais, il est mortel, mais il colle pas avec les autres. Donc en fait, ça m'a permis de faire la sélection de ces 10 et au final 8 titres pour préparer mon album. Ce qui veut dire que j'ai encore de la matière sous le pied pour le prochain. Voilà. Mais c'est surtout que ça vous permet d'aller plus vite dans le cadre de votre projet. Donc essayez au maximum d'enregistrer vos maquettes comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment des blocs-notes. Vous n'êtes pas obligé de faire des maquettes ultra précises, mais déjà de noter des intentions, de noter des émotions, de noter des idées, va vous permettre ensuite, quand vous êtes décidé à un moment donné de dire, bah voilà, j'enregistre un EP, j'enregistre un album, et bien d'avoir à disposition cette réserve et de pouvoir piocher rapidement et de pouvoir rapidement envoyer aussi aux musiciens avec lesquels vous allez bosser. Ça peut être des musiciens que vous allez engager juste pour l'album ou le EP, et bien leur envoyer des maquettes en disant voilà, tu vas bosser là-dessus. Donc le mec peut faire déjà un premier relevé, peut déjà commencer à travailler et d'avoir une idée sur ce qu'il va jouer après en studio. Donc vraiment la maquette est super important, ne négligez pas ça. Et comme je disais tout à l'heure, n'arrivez pas en studio un peu avec votre machin et votre couteau. Voilà, vous allez au-devant de gros problèmes. Et donc préparez et ayez cette réserve pour même au cas où à un moment donné vous vous dites les séances se sont bien passées, on a encore du temps de studio, je peux faire un titre, je peux faire un inédit, je peux rajouter un titre sur l'album ou je vais faire un inédit. Enfin voilà, vous avez matière à être réactif et pouvoir proposer des choses. Ce qui ne vous empêche pas aussi d'avoir de la fraîcheur, de dire de composer un truc et puis de le faire tout de suite. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas faire ça sur X titres, vous ne pouvez pas solliciter comme ça la spontanéité sur l'ensemble des titres. Donc préparez-vous là-dessus, donc maquettez au maximum. Point numéro 3, préparez-vous comme un sportif. C'est-à-dire que pareil, vous allez avoir une période intense en studio, vous allez être mis à rude épreuve, nerveusement, physiquement, vocalement. Donc vous ne pouvez pas arriver comme ça sans préparation. Voilà, ça c'est
ça va être une plantade. Les sportifs, pardon, se préparent avant une compète. Et bien pour vous, l'enregistrement, ça va être la compète. Donc vous devez être prêt. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par un travail peut-être plus régulier sur votre instrument. Voilà, pour éviter les blessures. Les trouver, je dirais vraiment mettre vos doigts, par exemple, je pense aux guitaristes que j'ai fait, par exemple, me remettre à jouer plus fréquemment, à faire des étirements sur les doigts. En plus, bon, avec les problèmes que j'ai de poignet, eh bien, voilà, ça m'a obligé forcément à y aller plus en douceur et pour éviter, eh bien, j'espère, le claquage hein, pendant l'enregistrement de l'album. Je vous cache pas que c'est le truc qui me fait un peu peur puisque je vais faire toutes les basses, toutes les guitares. J'espère que mon poignet droit va tenir le coup. Donc c'est aussi comme ça que je me suis préparé en me disant voilà, va falloir que je tienne. C'est aussi comme ça que il y a des choses que je me suis dit que j'allais pas faire et aussi peut-être des titres que j'allais pas garder parce que des titres peut-être trop techniques. Donc j'ai plutôt mis l'accent sur quelque chose de plus rock, de plus standard. En plus, c'est ce que vraiment j'avais envie de faire. Donc voilà, donc je me suis dégagé de certains titres qui pouvaient être un peu plus ou un peu trop techniques. Voilà, en me disant faut que tu arrives à les faire. Donc là, c'est peut-être pas encore le moment. Donc voilà, donc ça je me suis vraiment préparé pour être le mieux. Et puis l'autre point, eh bien, c'est de faire tourner vos morceaux. Voilà, je vous montre là par exemple ce que j'ai fait sur un titre qui s'appelle Traveling de façon très simple. Dans mon sourire, je ne vois rien de malsain. J'ai dans le regard même un peu de lumière. Aucune angoisse et les idées claires. Le mec que je pensais disparu, qui m'a laissé seul et à la rue, je le retrouve là face à moi. Est-ce que c'est bon d'entendre sa voix, de pouvoir comme autrefois à nouveau retrouver la foi, à nouveau bien dans mes pompes, bien dans mes pompes. Donc vous voyez là sur le titre Traveling, ce que je fais, c'est que je le répète, j'essaie d'avoir une représentation mentale de ce que je dois jouer, du placement de mes doigts, des notes. Voilà, pour le coup, j'essaie de le faire ensemble. Alors bien sûr, je ne vais pas l'enregistrer ensemble, mais donc guitare-voix, mais j'essaie d'avoir une unité. Là, j'essaie d'être sûr des notes que j'emploie. Le petit exercice que je conseille, pareil, à tous les chanteurs quand je travaille avec eux, c'est quand ils préparent leur titre, c'est pour chanter le plus juste possible, eh bien, c'est de décomposer les notes des mélodies vocales. Alors moi, ce que je fais, je le fais avec la guitare, mais vous pouvez le faire avec un petit piano, vous pouvez le faire avec une appli sur votre smartphone, une appli clavier pour retrouver les notes. Ça, c'est très important. Là, je m'adresse aux chanteurs qui ne sont pas musiciens. Vous avez malgré tout besoin de vous préparer à entendre chaque note de chaque titre, de chaque mélodie que vous allez faire. Quand on chante faux, c'est bien souvent parce que le cerveau, dans le temps qui est imparti, quand il chante en direct, il n'a pas la note exacte sur laquelle il doit pitcher. Et donc, en fait, c'est vraiment un travail mental entre votre oreille, votre cerveau, et les deux doivent être, je dirais, au diapason, doivent être sur la même note et dans un temps assez très très court. Donc pour cela, bien souvent quand on chante pas juste, c'est qu'on n'entend pas la note. Et parce que le cerveau ne sait pas exactement, donc il fait un truc un peu à la houla, et donc forcément vous êtes un peu trop bleu, donc bleu vous êtes en bas, ou un peu trop au-dessus, donc voilà, vous n'êtes pas sur la juste note. Et donc l'idée, c'est d'arriver à pitcher la note rapidement. Donc pour cela, vraiment le travail, c'est de
prendre chaque mélodie, les chanter très doucement, et puis pas forcément au bon tempo, mais d'entendre les notes, de répéter, et donc de travailler soit avec un clavier, soit avec une guitare, de retrouver les notes de vos mélodies vocales pour le faire. Et là, vous voyez, dans cet exercice sur Traveling, eh bien, en fait, comme il y a des changements de mode dans le titre, c'est pas forcément un titre simple à chanter, en plus dans l'interprétation. Et donc voilà, donc je me suis préparé comme ça, un peu version acoustique pour le faire. Alors, je me suis aussi préparé, puisqu'il y a des titres que j'ai pré-maquettés au chant, voilà. Comme je vous dis, c'est des maquettes sur lesquelles j'avais déjà travaillé, eh bien, il y avait des titres où j'avais déjà les textes, donc j'avais déjà posé des voix témoins, ce qui m'a permis donc de reprendre mon travail et de faire des essais, je dirais, micro et d'enregistrer mes voix pour voir déjà ce qui allait, ce qui m'a permis aussi de voir sur les textes, ce qui allait ou ce qui allait pas, notamment sur des textes avec lesquels je travaille avec des auteurs, voilà, pour dire non, là la rythmique n'est pas la bonne. Donc voilà, donc ça c'est des trucs aussi que j'ai travaillé, donc je me suis vraiment préparé, j'ai préparé mes parties instrumentales, les parties qui me paraissaient un peu plus difficiles, eh bien je les ai travaillées, et puis les parties chant, je les ai aussi bossées comme ça, donc de façon acoustique. Mais sincèrement, je vous recommande de vous enregistrer, amis chanteurs, parce que en fait, eh bien, on s'entend beaucoup mieux quand on a enregistré. C'est là où on se dit waouh, waouh, il va y avoir du boulot pour l'autotune. Donc l'idée, c'est qu'il y en ait moins possible à autotuner pour que ce soit le plus naturel possible et que ce soit vraiment une émotion qu'on arrive à mettre dans le chant. Et c'est la même chose avec les instruments. Donc le fait comme ça de se préparer, que ce soit physiquement, de préparer ses parties, de répéter ses gestes, de répéter ce schéma mental, de voir comment vous positionnez vos doigts sur le manche. Je pense aux guitaristes, voilà, il y a des parties, pareil sur Traveling, que je jouais différemment, que j'enregistrais le riff différemment sur la maquette, et je me suis rendu compte que, eh bien, en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec la manière dont je jouais le riff, et donc en fait je l'ai joué d'une autre manière, sur une autre position du manche, et ce qui m'a permis d'être plus à l'aise et de faire sonner le riff beaucoup mieux. Donc voilà, donc posez-vous ce type de questions, c'est pas une fois arrivé en studio où le mec va faire allez on enregistre que vous allez devoir vous poser ce type de questions. Donc pensez vraiment à ça, que ce soit sur le chant et que ce soit sur la voix. Je reviens pareil sur les points précédents, donc d'enregistrer, de maqueter. Et bien une fois que vous avez identifié les points qui allaient poser problème, et ça il va y en avoir, c'est normal, et bien ça se travaille. Ça se travaille en amont, et donc ça se répète. Donc c'est soit le choix des notes, soit le choix des positionnements sur votre instrument. Pareil sur les solos, vous pouvez pareil vous dire je vais faire mes solos en studio, je vais improviser, ou vous pouvez, moi ce que j'aime, c'est écrire mes solos. Je vous avais fait un bibi blabla il y a très longtemps sur l'enregistrement d'un solo, je crois que c'était pour mon titre Vortex, où je vous montre comment je compose le solo du titre et donc toutes les plantades que j'ai, donc un nombre de prises assez incalculable pour être capable de le jouer et pour être capable de trouver un peu l'émotion que je voulais mettre dans le solo. Donc ça, pareil, ça se prépare, les solos, ayez une trame et ayez le maximum d'informations avant d'arriver en studio. Je le répète, vous êtes comme un sportif, vous devez savoir exactement ce que vous allez faire avant de vous pointer comme ça, la gueule un peu enfarinée, et c'est comme ça que en fait, vous passez 2 heures, 3 heures, 4 heures sur une partie en studio, vous avez bouffé 4 heures de budget de studio, vous avez fait chier tout le monde, parce que tout le monde attend que vous placiez soit votre chant, soit votre partie guitare. Au bout d'un moment, vous vous énervez, vous vous crispez, vous perdez confiance en vous. Voilà, le mental est ultra, 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 ultra important en studio. En plus, si vous tombez sur quelqu'un qui va gérer la séance pour vous, qui n'est pas forcément bienveillant, il en existe, il va vous mettre une pression supplémentaire. Donc vraiment, moi, je sais que je fais très attention une fois que j'ai posé les micros, une fois que j'ai fait mon boulot de sondier, on va dire, je rentre dans le boulot de producteur qui est un boulot de coaching
pour arriver vraiment à ce que les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'il n'y ait pas de blocage au moment de l'enregistrement pour vraiment permettre d'arriver le mieux. Donc pour ça, vous devez aussi vous préparer pour donner le meilleur et faire en sorte que les séances soient fluides et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et enfin, pour finir là-dessus, sur la préparation comme un sportif, je pense à Rick Rubin qui fait bosser, donc Rick Rubin, célèbre producteur américain, qui fait bosser ses groupes parfois pendant 1 an. Voilà, donc ils arrivent, ils ont un local de répète et pendant 1 an, ils composent, ils font des tournes, ils préparent, il arrive, il écoute, non ça va, ça va pas. Bref, en gros, voilà, ce qu'ils souhaitent, c'est que quand ils arrivent en studio, tous les musiciens savent exactement ce qu'ils doivent faire pour ne s'occuper que de l'interprétation. Et en fait, en studio, vous ne devez pas vous poser la question de savoir, tiens, je vais bosser ma partie guitare, je vais bosser mon chant. Non, non, c'est fini, c'est comme les répètes, quoi. C'est avant, et là, vous êtes là pour donner une performance, pour donner une prestation, pour donner une émotion. Et donc, vous devez plus réfléchir, vous devez connaître vos parties et vous devez avancer comme ça, j'irais de façon très intuitive à ce moment-là, pour retourner vraiment à l'essence même de l'interprétation, c'est-à-dire quelque chose de spontané. Donc ça, c'est vraiment très 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 important de se préparer comme un sportif et de savoir exactement ce que vous devez faire en arrivant au studio. Point numéro 4, ça va vous surprendre, mais prévoyez dès le départ votre date de sortie de votre album ou de votre EP. Je m'explique, c'est ultra important de vous donner des deadlines parce que ça va vous obliger à faire ce que l'on appelle un rétro-planning. Et ça, je pense que c'est important. C'est ce que je conseille à tous mes apprenants, notamment ceux qui font partie de la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est de prévoir dès le départ un rétro-planning et différents outils pour préparer sa sortie. Parce que ça va vous permettre de figer aussi certaines décisions, ça va vous permettre d'être prêt et de savoir pourquoi vous allez en studio, parce que la finalité, c'est de sortir ce projet-là. Donc vous vous projetez, vous avez déjà une vision de ce que vous devez faire à la fin. Les groupes dans les années 70 ou 80 rentraient en studio et leur maison de disques leur donnait déjà une date de sortie. Ils savaient que l'album devait sortir à telle date et ils savaient qu'après ils repartaient en tournée. Donc tout était déjà planifié. Aujourd'hui, un des dangers du home studio, et ça j'en ai déjà parlé dans des bibi blabla, c'est en fait d'avoir du temps. Et en fait le problème quand on a du temps, on procrastine et puis on est soi-disant perfectionniste, donc on a toujours mieux et en fait on repousse parce qu'on a du mal à se projeter dans la finalisation. Et le problème des artistes, c'est de finaliser. On a tous ce problème de terminer ce que l'on a commencé et de se dire voilà c'est fini, maintenant je le jette en pâture à des gens qui vont le critiquer ou qui vont l'aimer, mais ça c'est la réalité. Et donc il faut absolument pour cela, avant de rentrer en studio, vous préparez la sortie de votre album. Vous voyez, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les photos. J'ai fait les photos presse, les photos pour mon site. J'ai trouvé une personne pour faire le logo. Jav, j'ai trouvé une personne pour préparer mon site internet. Voilà, j'avais une vision de tous les outils, de tout ce dont j'avais besoin sur la sortie. Ce qui veut dire que ça me fout en plus un peu une pression, mais j'ai plus le choix. Puisque j'ai sorti des fonds pour faire un logo, pour faire un site internet, pour faire des photos. Voilà, tout ça, j'ai tous les outils, donc maintenant j'ai plus le choix, il faut que j'enregistre. En plus, maintenant j'ai fait les batteries. Donc vous voyez, l'idée c'est que ça me donne un timing, ça me donne un planning précis, une vision de ce que je dois faire. Donc aujourd'hui, on est début avril. L'objectif, c'est que l'album sorte en septembre, octobre au plus tard. Et donc, ça veut dire que là, je me suis donné 1 mois, tout le mois d'avril, pour enregistrer mon album. Voilà. Et après, je vais le mixer. Et puis après, je vais préparer d'autres trucs sur la sortie. Mais vous voyez, tout est prévu. Parce que comme ça, déjà, ça me donne une vision claire de ce que je veux enregistrer. Donc, vous voyez, j'ai le titre de l'album. J'ai pas l'ordre des titres. Mais donc, comme je vous ai dit, j'ai défini les titres que je voulais enregistrer. J'ai aussi la pochette
En tout cas, elle n'est pas finalisée, mais l'idée est là. Donc l'histoire que je vais raconter avec cette pochette. Bref, vous voyez, j'ai mis en place des choses qui sont un peu des bornes qui me permettent de définir un petit peu ce que je dois aller chercher après en studio. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais sincèrement, les groupes qui m'écoutent pas assez et qui se disent bah, on rentre en studio, puis on voit après, on fait la pochette, et puis machin, et bien en fait, vous perdez beaucoup de mois, on perd beaucoup de temps, parce qu'on a du temps devant nous, donc on se donne plus de temps. Donc voilà quoi, c'est le problème de dire voilà, bah, en fait l'album il va sortir dans 6 mois, puis il sort dans 2 ans. Ça arrive, alors parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des moins bonnes, mais vraiment, je vous recommande, autant que faire se peut, d'avoir un travail comme ça, de savoir, vous avez sélectionné vos titres, vous vous préparez, vous dites, bah voilà, la pochette d'album, ça va être ça, qui va faire ma pochette, qui va faire mes photos, est-ce que je l'ai fait là, est-ce que je l'ai fait pendant l'enregistrement de l'album, tiens, est-ce que pendant l'enregistrement de l'album, je vais filmer des trucs parce que ça va me faire du contenu pour ensuite commencer à teaser sur mes sorties, sur voilà comment je vais communiquer. Bref, voilà, moi j'ai déjà plein d'idées là-dessus et quelque part, eh bien, je ne vais pas me retrouver après avec mon album en me disant bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, ça c'est super important et un album coûte de l'argent, un album coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et donc vous devez, à mon avis, eh bien, vous préparer à la sortie, ce qui va vous obliger à et ce qui va vous permettre eh bien, de pouvoir après vous dire bah non en fait tiens j'ai une meilleure idée pour ça, c'est pas grave mais au moins vous partez pas je dirais la fleur au fusil. Vraiment toujours l'idée c'est pas de partir à la fleur au fusil et donc de savoir exactement ce que vous allez faire de cet album. Voilà donc vraiment l'idée c'est de prendre en compte tous les points qui vont vous emmerder quelque part une fois que votre master, vous allez avoir votre master dans les mains et vous dire ah merde maintenant il faut que je fasse des photos. Oh merde, maintenant, il faut que je communique dessus. Oh merde, maintenant, il faut que je fasse une pochette. Oh merde, maintenant. Et puis, en fait, vous allez faire tout par dépit. Et voilà. Donc, moi, j'ai essayé, en gros, comme je vous dis, de me projeter, de me dire, voilà, je veux que l'album sonne comme ça. Je veux que, par les textes, voilà, je veux raconter cette histoire. Donc, cette histoire-là. Et donc, en fait, je vais essayer de me prendre au jeu pour me motiver et me dire, voilà, je vais communiquer comme ça. La pochette de l'album, ça va être ça. Ça doit raconter ça, tac, tac, tac. Alors, bien entendu, je n'ai pas tout prévu, mais je me suis déjà donné un cadre qui va me permettre, en fait, au fur et à mesure, d'avoir des idées pour raconter cette histoire et puis promouvoir l'album, le présenter et faire en sorte eh bien, que ça intéresse les gens. Parce que, je l'ai dit dans mon je crois, Bibi Blabla, arrêtez de donner votre musique, et dans un autre Bibi Blabla, bref, les gens s'en foutent de notre musique. Les gens en ont rien à foutre. C'est-à-dire que vous postez votre dernier titre sur lequel vous avez passé des mois à enregistrer et des mois à faire un clip, vous allez avoir 4 likes et vous allez poster ce que vous avez mangé le midi, eh bien vous allez avoir 50 likes. Voilà. Donc, faites en sorte de ne pas être déçu par ça. Donc, amusez-vous et donc prévoyez dès le départ comment vous allez faire. Pensez aussi aux prestataires que vous allez peut-être prendre pour les photos, pour des vidéos, pour tout un tas de trucs. Voilà, ça se prévoit en amont. Et plus vous prévoyez les choses en amont, plus vous allez pouvoir utiliser ce que vous allez faire en studio comme outil pour communiquer dessus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir cette vision-là dès le départ. Point numéro 5 qui est un petit peu comme le point numéro 4, c'est-à-dire que pensez aussi bien à choisir vos partenaires, vos prestataires. Que ce soit, comme je l'ai dit, dans la photo, vidéo ou quoi au caisse, mais que ce soit aussi dans le cadre du studio. Voilà, pensez aussi à aller voir différents producteurs. Peut-être faites des essais avec l'un ou avec l'autre, au lieu de partir directement bille en tête 15 jours de studio avec l'un, ou peut-être ça va mal se passer, peut-être humainement ça va pas bien se passer, ou peut-être qu'au final vous n'allez pas avoir la même vision artistique. Bref, faites des essais, comme ça allez les rencontrer, quitte à vous payer une demi-journée de travail avec eux, voilà, qui vous offriront peut-être au final dans l'idée de faire l'album avec vous, mais commencez déjà à aller voir vos partenaires et commencer à travailler avec eux. Même pour
pour le mastering, commencez à discuter avec les personnes ou demandez à la personne qui va mixer ou faites des essais de mix sur vos maquettes. Bref, allez chercher comme ça des retours d'informations sur les gens à qui vous allez travailler avant. Vaut mieux faire un essai avec un photographe, avec un producteur qui n'est pas concluant, mais vous le faites avant, et vous dites, bon, bah voilà, bah, tant pis, j'ai paumé une demi-journée, ça m'a coûté un peu d'argent, mais au final, je n'ai pas perdu tout mon budget. Donc ça, c'est important. Le choix de vos prestataires en amont va vous permettre aussi d'optimiser au mieux ce que vous allez faire. Et puis aussi, de pouvoir négocier mieux les prix. Vous dire, bah voilà, en fait, je vais bosser avec, par exemple, tel photographe ou telle personne qui va s'occuper de mon site internet. Mais au lieu de lui demander de me le faire en 1 mois, bah, il a 6 mois pour le faire. Donc, il va peut-être me prendre moins cher parce qu'il va faire ça entre 2 prestats. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Un album, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait, vous voyez, il y a plusieurs postes. Il n'y a pas que la musique, il y a tout le reste. Et donc, vous allez comme ça devoir, eh bien, trouver les bons partenaires, les bons prestataires qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment important. Pareil, c'est l'histoire de rétro-planning, d'avoir une vision, d'avoir une organisation en amont pour être le plus efficace possible. Point numéro 6, eh bien, pareil, j'en ai déjà parlé dans des bibi blabla, mais c'est important, c'est de définir votre budget. Un album va vous coûter de l'argent, et va vous coûter de l'argent sur l'enregistrement, mais comme on vient de le voir, sur les postes annexes, la photo, la vidéo, le site internet, le logo, tous ces trucs-là, ce sont des postes. Donc quand je vous dis au point précédent, choisir vos partenaires, choisir vos prestataires, c'est pour le point numéro 6, ça va vous permettre de définir un budget avant de démarrer. Parce que vous ne pouvez pas tout mettre juste dans le son. Vous devez mettre aussi de l'argent dans la photo, dans la vidéo, en tout cas, vous devez trouver des solutions. Et vous devez avoir une vision globale de ce que va vous coûter votre album. Donc, ça, c'est important. Plus vous prenez, comme je l'ai dit au point précédent, en amont, plus vous allez pouvoir renégocier les tarifs. Donc, vous devez avoir une vision claire de ce que ça va vous coûter. Vous ne pouvez pas demander, arriver en studio, d'avoir un budget de 3 000 € et demander la prod de Metallica. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Voilà, une bonne prod coûte de l'argent parce que ça coûte du temps en studio, même si vous êtes préparé. Donc plus vous êtes préparé, plus vous allez optimiser le temps en studio. Mais malgré tout, il y a des temps qui sont un peu incompressibles de recherche de son, d'editing, de mix, de tout un tas de trucs qui vont coûter de l'argent. Donc si vous, par exemple, vous n'avez que 3 000 € pour enregistrer un album, eh bien vous allez devoir être super prêt parce que quelque part, à 3 000 €, si vous avez plusieurs titres à enregistrer, eh bien vous allez devoir faire du live. Voilà, enregistrer tout le monde en même temps et être bon tous en même temps. Donc vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas fantasmer quelque chose qui n'est pas accessible financièrement. Voilà, l'enregistrement coûte de l'argent. On a trop tendance dans la musique à penser que l'enregistrement ne doit pas coûter très cher parce qu'aujourd'hui, bah moi je suis capable de faire avec mon ordinateur. Bah très bien, faites-le avec votre ordinateur. Mais quand vous allez en studio ou quand à un moment donné vous avez un prestataire, eh bien vous devez le payer. Et là pour ça, vous devez être cohérent dans ce que vous attendez en retour par rapport au budget que vous mettez. Voilà, si vous avez que 100 € par titre pour le mix, eh bien vous ne pouvez pas demander un mix fantastique. Voilà, parce que à 100 €, eh bien en gros, c'est le prix de, par exemple, ce que je prends sur une mise à plat. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais plus vite. Voilà, donc vous ne pouvez pas demander, voilà, déjà un mix, on passe déjà au moins une journée, voire une journée et demie, voire des fois 2 journées sur un mix. Eh bien, quand vous demandez entre 300 et 400 ou 500 € pour un mix, qui est les tarifs pour avoir un bon mix, eh bien, ça fait déjà pas cher la journée, vous vous rendez compte? Donc, et sans compter le matériel qu'on utilise pour le mix, sans compter l'expérience. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être aussi cohérent dans ce que vous attendez. Vous ne pouvez pas avoir un album pour 2 000 €, sauf si vous arrivez en studio, vous êtes prêt et bam, vous faites que du live comme l'a fait Black Sabbath ou certains groupes. Voilà, l'album Seven Nation Army de White Stripes, je crois, il était enregistré et mixé en 2 jours parce qu'ils n'avaient pas plus de budget. Et donc, bah, c'était un guitare basse, un guitare batterie, pardon, et ils étaient prêts. Et voilà, donc ils ont fait avec le budget. Donc,
Soyez cohérent dans ce que vous demandez. Ne demandez pas aux gens de bosser gratos ou de bosser à perte. Donc vous devez connaître les tarifs puisque vous êtes préparé et donc savoir exactement ce que vous êtes en droit de demander par rapport au budget que vous avez réellement. Donc ça, c'est important. Ça vous évite aussi de fantasmer votre projet, ça vous évite de faire des erreurs, ça vous évite de dépenser le budget que vous avez seulement et vous retrouvez à un moment donné à ne pas pouvoir finir. Ça, c'est aussi super important parce que voilà, vous vous êtes dit, ah bah, on fait du studio et puis au final, ah bah merde, en fait, j'ai pas le budget, j'ai un peu pété les plombs et puis j'avais que 4000 balles et bien il m'en manque encore 4000 pour finir mon projet. Donc vous êtes comme des cons et voilà. Donc ça arrive et vous êtes obligé de reporter et puis si vous êtes un groupe, et bien souvent ça crée des tensions, le groupe peut splitter. Moi j'ai eu le cas de récemment d'un groupe qui m'a contacté pour un mix et puis ils n'avaient pas le budget par rapport à ce que moi je demandais parce qu'ils avaient déjà payé un mec pour faire des mix et puis ils l'ont laissé faire et ils ont dépensé une grosse partie de leur budget et les mix n'étaient pas bons, donc ils sont venus me voir et j'aurais dit les gars, moi je peux à ce tarif là je peux pas vous aider parce que là c'est vraiment, je bossais gratos. Donc voilà, vous devez être prêt là-dessus pour éviter tout ce type d'erreurs qui vont mettre en danger votre projet et mettre en danger la réussite de votre projet. Donc parlez argent, soyez cohérent sur les budgets. Vous ne pouvez pas demander de faire un album pour 1000 balles ou 2000 balles. Ou alors, dans ce cas-là, c'est une journée de studio, vous êtes prêt, vous enregistrez 8 titres. Vous n'êtes pas regardant sur le résultat parce que voilà, vous n'avez que tant de jours de studio et puis vous vous contentez de ça. Il y a des très bons albums, j'ai cité Sabbath et White Stripes, des très bons albums qui ont révolutionné la musique et le rock qui ont été faits comme ça. Maintenant, ça n'arrive pas à tout le monde et ça demande une certaine préparation. C'est le sujet de ce bibi blabla. Donc voilà, donc parlez argent, ayez un budget, ayez un rétro-planning, ayez une vision de tous les postes que vous devez avoir dépensés pour faire votre album. Si vous n'avez pas assez d'argent, eh bien peut-être que vous allez renier sur le post photo, vous allez faire ça avec votre téléphone. Mais il y a un moment donné, il y a des trucs qui ne sont pas incompressibles. Voilà, il y a des points qui sont incompressibles, pardon. C'est une partie de l'enregistrement, le mix, le mastering et ce genre de choses. Donc prévoyez, n'ayez pas de surprise. L'idée vaut mieux savoir de partir réaliste avec un budget même petit, parce qu'on peut faire des très belles choses avec des petits budgets, mais il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste et pas se dire, voilà, avec 2000 balles, je vais passer 15 jours en studio. C'est difficile, ou alors ça dépend le studio. Voilà, donc ça, c'était pour le point numéro 6. Point numéro 7, savoir travailler au métronome. Ne faites pas des maquettes si vous êtes un groupe avec EasyDrummer. Travaillez avec votre batteur parce que vous allez vous rendre compte de problèmes que peut avoir votre batteur. C'est le point le plus stratégique, la batterie. Quand on fait du rock, de la pop, du métal, bref, tout ce qui est musique comme ça à base de rock, le batteur est le pilier. Et bien souvent, on s'en rend compte que trop tard. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon guitariste, mais si vous avez un mauvais batteur, votre musique ne sonnera pas. Donc, vous regardez les choses en face, ne travaillez pas avec EasyDrummer, maquettez, même avec un ou deux micros, maquettez vos titres avec votre batteur parce que vous allez vous rendre compte de ce qui ne va ou de ce qui ne va pas, ce qu'il est capable de passer. Bien souvent, il y a aussi des batteurs qui essaient de passer des plans et qui ne savent pas les passer ou qui n'ont pas le groove. Donc, la chose la plus importante, c'est de travailler vos répétitions avec un clic. Voilà, ça, c'est ultra important. Bossez les répètes au clic, travaillez votre instrument au métronome. Et ne me dites pas, on ne groove pas sur un métronome, c'est tout l'inverse. Le métronome vous permet, au contraire, de savoir jouer devant le temps, derrière le temps, de donner de la musicalité, de savoir comment vous placer rythmiquement sur le métronome, donc sur votre musique. Voilà, je vous montre un extrait du travail que je fais moi avec un métronome. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de travail de métronome, histoire de se remettre un peu dedans. L'idée, c'est d'être prêt rythmiquement, donc bien sentir le groove et en tout cas le métronome. Alors moi j'ai une théorie, c'est que
elle va à l'inverse de la théorie qu'on ne peut pas groover sur un métronome. Moi, au contraire, je dis qu'on peut et on doit groover sur un métronome. Et que si on ne sait pas jouer sur un métronome, c'est qu'on ne groove pas. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que c'est simple, je mets un métronome à un tempo. Là, je l'ai mis à 132, parce que c'est le titre, c'est le tempo d'un titre qui s'appelle L'Animal, de l'album. Et j'ai un truc à faire dessus, qui n'est pas excessivement compliqué, qui est une petite cocotte sur une note, donc à faire un peu à la The Edge. Sauf que comme j'ai super mal à ma main, il faut que je prenne bien le rythme et que je chauffe et que je vois jusqu'où je peux aller. Donc je me prépare parce que je vais pas pouvoir faire 25 000 prises et l'idée c'est vraiment pas d'éviter de faire le maximum de prises. Donc je mets mon métronome. Moi j'aime bien travailler avec ce métronome là. Je vous explique pourquoi, parce que c'est le métronome que j'ai acheté en 96 quand j'ai découvert le travail au métronome, et je l'ai acheté au Musician Institute de Los Angeles parce que j'étais étudiant là-bas. Et en fait j'ai commencé, j'arrivais, j'ai joué, et les musiciens avec lesquels je bossais me disaient mais faut que tu t'apprennes à jouer au métronome quoi. Et donc j'avais la théorie de bah non, il n'y a pas besoin et tout ça. Et donc j'ai acheté ce métronome là, et donc depuis c'est mon fidèle compagnon. Et donc j'aime bien jouer et travailler avec, ce qui me rappelle un petit peu ce temps passé, et surtout de toujours se remettre au boulot sur le métronome. Donc là, je sais pas si vous l'entendez. Et donc je démarre toujours comme ça. Alors en fait j'alterne des séquences de gamme ou de travail vraiment purement rythmique, et en même temps j'alterne ensuite sur des trucs uniquement musicaux, c'est-à-dire que je me préoccupe pas je fais des trucs très simples, mais en fait vous allez voir au fur et à mesure je reviens vers quelque chose de musical, et tout mon travail est basé en fait sur la musicalité du positionnement rythmique. Alors ça c'est la petite cocotte que je vais avoir à faire, donc avec forcément du delay, du machin, mais aussi j'aime bien travailler au métronome sans être branché, pour entendre vraiment juste la corde et essayer d'être le plus dedans possible, avec en fait aucun artifice. Et en fait le truc c'est que quand vous n'entendez pas le métronome, ça veut dire que vous êtes dedans. Et là, vous voyez, là, je me suis décalé. Et donc, quand on entend le métronome, c'est qu'on a raté son coup et qu'on n'est plus sur le métronome. Donc, c'est vraiment ce travail-là que j'aime bien fournir et que je vous recommande de faire.
fois, l'idée, c'est d'incorporer d'autres patterns rythmiques. Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est pas juste de débiner de la gamme ou de l'exercice toujours de la même manière. C'est de changer de pattern rythmique pour, en fait, un exercice en faire vraiment de la musique. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. C'est de partir d'un exercice rythmique, mais de transformer tout de suite en musique. Donc voilà, au lieu de faire... Voilà, après, j'alterne. Et ça fait une chanson. Ça, c'est déjà une chanson. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant dans le... Parce que rythmiquement, je joue sur un rythme. Alors, vous avez 1000 manières de travailler au métronome, mais la manière classique qui est de faire de la gamme, par exemple, en tant que guitariste sur un métronome, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Vous devez apprendre à amener de la musicalité simplement, comme je vous l'ai montré, avec une note ou deux sur le métronome. Et c'est comme ça que vous allez ressentir le groove, c'est comme ça que vous allez ressentir la pulse, et c'est comme ça que vous allez apprendre à jouer rythmiquement dans le temps et d'être musical. Donc, ça, c'est le gros point noir de ce que je rencontre, ce sont les batteurs. Amis batteurs, je m'en excuse, mais c'est vraiment sur vous que reposent toutes les fondations d'un titre. Pas seulement les fondations rythmiques, mais toute la musicalité du titre. Donc, faites simple, soyez vraiment focus sur le groove, sur la manière d'amener de la musicalité par votre pattern de batterie, et donc travailler au métronome. Et même tout le groupe, il y a des groupes que j'ai fait travailler vraiment avec le clic dans les haut-parleurs à la place de la voix. Donc le clic, et tout le monde jouait dessus. La recette, la technique, c'est que quand vous n'entendez plus le clic, ça veut dire que vous êtes dessus. Quand vous entendez le clic, ça veut dire que vous ne savez pas jouer sur le clic, vous ne savez pas groover sur un clic. Alors ça, je pense que ça va faire... Dans les commentaires, je vais avoir tout. Mais alors là, les amis, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. C'est une réalité c'est la triste réalité, voilà. On se voile la face en tant que musicien et la réalité, c'est de savoir jouer là-dessus. Je vous ai parlé, moi, de mon métronome fétiche, voilà, que j'ai découvert quand je suis allé à Los Angeles, que j'ai acheté là-bas. Et bien, depuis, c'est mon fidèle compagnon et c'est celui qui me rappelle à mes bonnes intentions ou à mon manque de travail. Voilà, je me raconte pas la petite histoire. Quand je mets le métronome et que j'arrive pas à bosser dessus, eh bien c'est que ça fait trop longtemps que lui et moi, on n'a pas joué ensemble, on n'a pas interagi. Et donc voilà, c'est comme je vous parlais tout à l'heure des notes, c'est vraiment caler le cerveau. Et bien là, c'est la même chose. Vous devez caler votre cerveau sur le métronome et donc d'apprendre à jouer devant et derrière le temps. Ça, c'est une notion bien souvent floue, voire non identifiée pour pas mal de musiciens, mais je vous assure que de savoir jouer sur un métronome va vous permettre de jouer devant ou derrière le temps, et dans un titre de pouvoir être capable de passer devant et derrière le temps. Et ça, c'est à note équivalente une musicalité importante. Pour moi, le groove, le tempo, le jeu rythmique, d'être capable de jouer en rythme, c'est ce qui donne toute la musicalité ou pas à un groupe. D'ailleurs, vous le voyez dans les groupes de reprise, les groupes de reprise qui ne savent pas rythmiquement bien jouer, eh bien, on a beau prendre n'importe quel type de rock'n'roll qui est assez basique, s'il n'y a pas le groove, eh bien, ils ne savent pas jouer AC/DC. Et un des groupes les plus difficiles à jouer, parce qu'ils ont un sens rythmique ultra pointu. Et quand on ne sait pas faire groover comme AC/DC, et c'est très dur de faire groover comme AC/DC, donc c'est tout le problème. Donc plus vous allez travailler au métronome, comme je vous l'ai montré, plus vous allez ressentir cette pulse et plus vous allez apprendre à jouer avec, à jouer devant, derrière et être musical autour de ça. Donc ça, oubliez Easy Drummer quand vous préparez votre entrée en studio, faites travailler votre batteur là-dessus. Quitte à, et là je vais être très dur, quitte à prendre un batteur de session pour faire le job et garder votre batteur pour les concerts. Mais vous devez être au clair, c'est-à-dire que si votre batteur est faible, vous n'allez pas avoir un disque, même si vous mettez les moyens, votre disque ne sonnera jamais.
Voilà, donc là, je suis désolé, amis batteurs, c'est sur vous que tout repose, mais moi, je suis catégorique maintenant avec des clients, c'est que si leur batteur n'est pas au niveau, je leur dis franchement dès le départ, je le dis aux batteurs, et je leur dis, voilà, moi je vous recommande d'enregistrer avec un batteur de session, comme ça votre album sera bien, et ensuite, eh bien voilà, si le batteur n'a pas le temps de se remettre au niveau, parfois c'est juste à recalibrer, voilà, un peu de travail métronome, certains trucs, une préparation physique, comme je vous le disais au point numéro 3, je crois, mais il y a des batteurs qui n'ont pas fait le travail, qui n'ont pas le niveau, et donc, eh bien, en fait, ça va être un budget qui va quelque part être dépensé pour rien parce que on n'aura jamais le résultat escompté. Donc, vraiment, le point numéro 7 sur le travail au métronome, il est valable pour tous, mais encore plus pour le batteur. Même pour le chant. Les chanteurs qui ne savent pas chanter rythmiquement dedans, eh bien, ça pose un problème. Donc, pareil, le chant, amis chanteurs, travaillez vos morceaux au métronome. Voilà, ça, je l'ai répété plusieurs fois et maintes fois quand j'avais notamment des rappeurs qui venaient faire des séances et qui ne savaient pas chanter sur le temps, ce qui est quand même en problématique parce que le rap, c'est vraiment du groove, avant tout, avant d'être de la mélodie vocale, c'est avant tout du groove. Eh bien, je leur disais, bossez au métronome. Voilà, donc le métronome est votre meilleur ami. Le métronome vous met des coups de pompe au cul quand il faut. Il nous rappelle à notre triste réalité à certains moments, mais je peux vous garantir que si vous faites un travail régulier au métronome, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, faites 10 minutes, un quart d'heure par jour pour commencer, vous allez voir en très peu de temps, vous allez apprendre à jouer rythmiquement, et c'est ce qui manque à 80% des musiciens qui sont amateurs, c'est qu'ils ne font pas l'effort de travailler leur rythme et de swinger. Voilà, ça s'appelle le swing. Voilà, le groove, le swing, vous appelez ça comme vous voulez, mais la musique qu'on écoute, c'est avant la mélodie, c'est du swing, c'est du groove. Voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Point numéro 8, dans la préparation à votre enregistrement, à votre album, à votre EP, eh bien, un truc qui est de bon sens, mais que certains oublient, donc je me permets de vous le rappeler, c'est de faire régler vos instruments. Voilà, il n'y a rien de pire que d'enregistrer un instrument qui est complètement faux, qui swing, qui se douane, pensez à changer des cordes, à acheter des cordes. Voilà, je passe là à nos amis bassistes qui veulent pas s'acheter un jeu de cordes parce qu'un jeu de cordes basse ça coûte un peu cher. Eh bien c'est primordial quand vos cordes elles sont rincées. Vous avez beau les faire bouillir et prendre toutes les techniques que vous voulez, c'est rincé, donc vous changez ça. Parce que, notamment les cordes, c'est le lien entre vos doigts et le son. Donc d'avoir des cordes neuves que vous changez régulièrement pendant la prod et pas faire un jeu de cordes neuf qui va faire tous les titres. Non, vous les changez tous les 2-3 titres, voilà, pour avoir quelque chose de juste et de musical. Et faites régler vos instruments par des professionnels. Voilà, pour que l'instrument soit juste, qu'on n'ait pas des faussetés au niveau de la 12e case, que son solo et même en rythmique, que les arpèges sonnent vraiment clairs et distincts, que ça fasse pas comme ça, voilà. Donc ça, c'est un point ultra important. Ça coûte un peu d'argent, mais ça fait partie de votre budget. Voilà, vous avez prévu d'acheter et des cordes et d'emmener votre guitare, votre basse, votre instrument pour régler chez votre luthier préféré. Et ça, c'est important. Amis batteurs, apprenez à régler une batterie. J'ai fait une formation sur le réglage de batterie. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait parce que je ne suis pas batteur. Et c'est Johan qui est un excellent batteur et qui venait régler les batteries à chaque fois que j'avais une séance au studio parce que je trouvais qu'il les accordait super bien. Donc, je lui ai demandé de faire une formation. On a fait une formation qui vaut en plus 30 balles ou 35 balles ou 37 balles, bref, moins de 50 balles, qui dure 1h30, où vous avez vraiment comment on accorde un kick, comment on accorde une snare, comment on accorde des toms, voilà, et vous avez le son de la batterie avant d'être accordé et le son de la batterie après être accordé, et vous voyez vraiment la différence, et je peux vous dire que c'est votre ingénieur du son, votre producteur va vous remercier, parce qu'on va éviter de suréqualiser, surcompresser, bref, essayer de résoudre des problèmes de résonance, voilà. Donc votre batterie va sonner bien. Donc pareil, amis batteurs, apprenez à accorder une batterie.
j'ai fait une formation là-dessus, vous avez le lien dans le descriptif, vous n'avez plus d'excuses pour 30 balles ou 50 balles de ne pas arriver en studio avec une batterie que vous allez réaccorder une fois qu'elle est positionnée, selon une technique, selon une méthodologie qui va vous permettre d'être sûr. Amis guitaristes, vous avez des luthiers, c'est plus facile d'emmener sa guitare chez le luthier ou ses guitares chez les luthiers et d'être prêt d'avoir quelque chose. C'est impensable d'arriver, de payer un studio plusieurs centaines d'euros par jour pour enregistrer un truc qui va rester à vie avec un instrument qui n'est pas réglé ou avec des cordes qui sont rincées. Mais ça arrive, je l'ai vécu. Donc voilà, point numéro 8, faites-moi régler vos instruments, s'il vous plaît, messieurs, dames. Point numéro 9, eh bien on a parlé du métronome et puis je vais revenir un petit peu sur la tonalité. Important, la tonalité d'un titre. De deux points de vue, par rapport notamment à un guitariste, voilà, il y a même des pianistes qui sont plus à l'aise avec certaines tonalités pour des passages de notes, et les guitaristes parce que bah voilà, il y a des cordes à vide, il y a des riffs, il y a ce genre de choses. Mais, amis compositeurs, n'oubliez jamais que vous avez un chanteur. Et comme peu importe le chanteur, qu'il soit bon ou qu'il a un bon niveau ou pas, on a tous des tonalités de préférence. On a tous des notes que l'on ne sait pas atteindre ou que des notes de passage que l'on a du mal à faire. Et donc forcément, il y a des tonalités à un bémol près ou un dièse près que l'on passe sur des chansons et d'autres que l'on ne passe pas. Donc, préparez, quand vous êtes en groupe, préparez les bonnes tonalités qui correspondent au chanteur. C'est primordial. Vous préférez un riff dans telle tonalité, mais le problème, c'est que si votre chanteur n'est pas capable de le passer, le morceau, il est mort. Parce que le morceau ne sera pas musical, parce que le chanteur qui va être devant, qui va être la chose que l'on va entendre le plus, eh bien, il n'est pas dans son registre. Donc, forcément, il va chanter, il va être en souffrance. Et donc, ça va s'entendre. Donc, le titre ne sera pas musical. Donc, bossez vos tonalités. C'est aussi pour ça que de préparer dans votre dos les morceaux vous permet aussi de voir si c'est la bonne tona pour le chanteur. Et c'est simple dans le do parce que, on va dire, vous faites votre riff en mi, et puis voilà, vous posez le chant, et on se rend compte que le chant, ça ne fonctionne pas bien. Et bien, vous sélectionnez toutes vos pistes, guitare et basse, et puis vous les descendez de ton, vous les montez de ton, voilà, parce que ça se fait assez facilement dans un do. On est au stade de maquette, donc on s'en fout. Et puis comme ça, le chanteur va trouver la bonne tona sur laquelle il se sent super à l'aise. Et ensuite, eh bien, vous repenserez votre manière de jouer avec vos instruments le titre, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le chant. C'est pas vos riffs. Vous m'avez suivi. Oui, les riffs, c'est important, mais à un moment donné, si c'est juste pour avoir un riff avec du chant qui est pourri autour, eh bien, le morceau, personne ne va l'écouter. Donc, travaillez les bonnes tonas pour le chant, parce que c'est important, votre chanteur n'est pas capable de chanter dans toutes les tonalités. Il a des notes de passage qu'il ne sait pas faire. C'est normal, on est tous pareils, qu'on soit bon ou pas. Donc, travaillez non pas dans l'effort, dans la souffrance, travaillez dans les moments où tout le monde est confort. Donc ça fait partie de la préparation de l'album, de ne pas arriver au studio et de se rendre compte que c'est pas la bonne tona. Parce qu'une fois que vous avez tout enregistré dans la mauvaise tona et que vous vous retrouvez sur votre album à être obligé à dépitcher quelque part les prises, c'est quand même dommage parce qu'on a de la perte. Donc en fait, on peut se retrouver avec des artefacts, des problèmes, et tout ça parce que vous ne l'avez pas prévu et que le chanteur, une fois en studio, il est incapable de chanter le titre parce qu'il l'a chanté sous la douche, parce qu'il l'a chanté chez lui, mais face à un micro, avec les guitares, avec les instrus qui poussent derrière, il ne sait pas parce que c'est pas sa tona. Donc, préparez bien les tonas, préparez le chant parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et dernier point, point numéro 10, voilà, après avoir tapé sur les batteurs, amis batteurs, je m'en excuse, après avoir tapé sur les chanteurs, eh bien on va taper un peu sur les guitaristes. Mais oui, parce que c'est des stars, parce qu'ils se croient tout permis, et que on entend que, bref, blague à part. Je suis guitariste aussi, donc la préparation de mon album, je suis parti, eh bien je vais vous montrer.
Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question de savoir en gros quel son je voulais avoir. J'ai bossé une espèce de cohérence entre mes titres. Donc maintenant j'essaie de trouver la cohérence par le son de guitare, le son de mon instrument principal. Et donc j'ai défini des sons que j'avais envie d'avoir et des sons que j'avais pas envie d'avoir. Et j'essaye d'avoir un son qui va me permettre d'englober l'ensemble de mon album pour pas avoir un son différent à chaque titre. Alors moi je suis très fan des effets, des delays, je suis très fan des flangers, des chorus, des Univibes, voilà, j'ai acheté une Univibe spécialement pour, bref, j'aime beaucoup les modulations pour donner un certain climat. Mais malgré tout, ce que j'aime, et j'ai toujours joué comme ça, j'aime bien avoir un son de guitare. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir un son de guitare saturé, et après, je joue au potard de volume, voilà, pour avoir... Donc ça, c'est comme ça que sur scène, j'ai un son. Après, j'ai des réglages de delay différents, j'ai des réglages de modulation différentes, mais j'ai un son qui me permet de faire 90% des trucs. Si j'ai besoin pour un solo d'un peu plus de mordant, j'ai un boost. Et voilà, donc ça reste
très basique. Et donc là, ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré, c'est que j'ai essayé plein de combinaisons d'amplis, de pédales, de distorsion, d'overdrive, de trucs pour trouver le son. Donc je suis pratiquement j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, donc ça, vous allez le voir pendant l'enregistrement. Donc je vais vous montrer un peu comment je travaille. J'ai encore un ou deux points à checker par rapport au matériel et aux têtes d'ampli que je vais utiliser. Donc il est fort probable que j'utilise ma Orange Baby Pedal Baby 100. Donc c'est une tête d'ampli Orange droite qui accepte tout ce qui est préamp et tout ce qui est pédale de distorsion. Donc voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus. Maintenant, l'iWatt va être pressenti pour aussi certains titres, peut-être un peu la Marshall, mais voilà. Donc j'ai encore quelques tests à faire, notamment pour de la spatialisation et notamment des effets stéréo. Voilà, mais en gros, je suis prêt. Donc ce que je veux vous dire, amis guitaristes, c'est que quand vous allez en studio, oui, vous avez des têtes d'ampli, oui, vous avez des effets, oui, vous avez du matériel disponible sur place. N'oubliez pas que malgré tout, le son est votre personnalité et ce qui va vous permettre, et votre musicalité, et ce qui va vous permettre d'exprimer des choses musicalement. Donc il faut que vous trouviez le son qui correspond à ce que vous avez dans les doigts, à ce que vous voulez exprimer. Et pour cela, vous pouvez avoir des bonnes surprises, comme d'habitude en studio, être à l'écoute du producteur qui va vous suggérer par rapport à votre jeu tel ou tel pédale ou tel ampli, qui vous allez dire « Ah, mais c'est magique !» Mais malgré tout, vous pouvez aussi être dans des studios qui n'ont pas en fait exactement le son que vous voulez avoir. Donc, préparez-vous, prenez du temps dans votre local de répète avec votre matériel, à tester des trucs, demandez à des potes guitaristes qui vous prêtent des pédales d'effet, des têtes d'ampli, des trucs, des baffes, bref, faites passer des journées, alors avec des bouchons, hein, protégez-vous les oreilles, mais passez des journées à tester des choses sur lesquelles vous allez avoir un côté naturel quand vous allez jouer. Ça, c'est super important parce que en fait, vous ne devez pas lutter avec le son. Le son doit vous porter quelque part. C'est un peu un tapis volant. Et donc, vous devez trouver la bonne pédale de disto, la bonne tête d'ampli ou le bon baffle qui va aller avec la tête d'ampli, avec votre guitare. Bref, voilà, vous devez trouver ce chaînage qui va vous permettre, pareil, de gagner du temps en studio, éviter de payer des heures de studio pour rien, pour faire zwang, 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 zwang. Voilà, arrivez déjà avec des propositions auprès du producteur avec lequel vous allez bosser qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment important de préparer ces sons de guitare comme moi je l'ai fait. J'ai essayé plein de combinaisons, j'ai essayé plein de choses, j'ai encore un peu de boulot à fournir, mais je suis proche de ce que j'ai envie d'entendre. En tout cas, il y a des trucs que j'ai envie d'entendre. Donc forcément, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté des pédales d'effet, j'ai acheté des pédales de distorsion parce que je partais du principe que je voulais vraiment avoir un son droit avec que des pédales. Donc voilà, donc j'ai acheté différentes pédales de distorsion, différentes pédales de préamp. Voilà, pour faire des combinaisons, pour avoir les sons un peu que je voulais. Je suis assez proche. Maintenant, ce qui me reste à régler, c'est la spatialisation, parce qu'il y a des titres où je veux un effet stéréo comme j'avais sur scène avec mon précédent groupe Ego Miss Blinded. Donc j'ai des tests à faire. Mais voilà, donc amis guitaristes, préparez-vous. Préparez vos effets, faites des réglages, prenez des notes, des combinaisons, commencez à avoir des sons et noter des réglages spécifiques pour certains titres. Vous n'êtes pas en live, donc vous pouvez toucher vos pédales de distorsion, vos pédales d'effet pour trouver les bonnes combinaisons, les bons arrangements pour chaque titre. Donc ça, c'est très important parce que vous allez, je le répète, gagner du temps en studio, mais surtout vos arrangements, vos parties, votre musicalité va être facilitée parce que vous avez les bons chaînages, vous avez les bons outils. Voilà. Mais pour ça, les bons outils, il faut passer des heures à aller retourner un peu dans tous les sens pour pouvoir trouver le bon truc. Moi, je me souviens quand j'ai enregistré la première fois s'y installer, donc sur le riff, je voulais un certain type de delay. J'ai passé 5 heures à régler mon delay. Voilà. Donc, pensez qu'il y a des effets ça va aller vite, et puis il y a d'autres effets qui vont vous prendre du temps. Donc, travaillez-les, trouvez les bons trucs qui vont vous permettre de pouvoir arriver déjà avec une base en studio
qui va se poser sur ce qui a été déjà enregistré et où vous allez avoir un professionnel qui va aussi vous aider dans le son. Mais si vous n'avez aucune idée du son que vous allez avoir, eh bien en fait, vous allez être dépendant du son du producteur. Et s'il n'est pas guitariste et s'il n'est pas super compétent dans les sons de guitare, eh bien vous pouvez vite vous retrouver avec un son un peu pourri. Donc ça, c'est un point que vous, amis guitaristes, vous devez bosser. Et puis d'arriver avec vos pédales, vos trucs, et puis profiter aussi de ce qu'il va y avoir au studio. Mais vous arrivez toujours avec une proposition. Ok, alors en conclusion, vous avez bien compris qu'il y a, et je n'ai fait que 10 points, il y a vraiment la possibilité de se planter largement. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de vous préparer et de ne pas vous dire que bah, voilà, ça va bien se passer. C'est pas que ça va mal se passer, c'est que ça va mal se passer si vous n'êtes pas préparé. Donc, ayez une vision claire et réaliste sur, sur vous-même, sur votre projet, sur votre groupe, savoir quels sont les endroits où il peut y avoir un écueil, travaillez-les. Je reçois vraiment trop de musique aujourd'hui où les artistes veulent enregistrer et ils ne sont pas prêts du tout. Alors il ne faut pas non plus être extrémiste ou être perfectionniste parce que le perfectionnisme amène à la procrastination, c'est-à-dire que on n'est jamais prêt, voilà, on n'est jamais prêt et on veut que ce soit parfait et donc on ne fait jamais. Voilà, donc ça c'est aussi un autre danger, mais le truc c'est de vouloir se lancer trop tôt ou trop rapidement et ne pas avoir pris en compte l'ensemble des points que je vous ai donnés pour pouvoir éviter de se planter et de perdre de l'argent. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir une déception, une grosse déception, une si grosse déception qu'il y a un moment donné, on n'y retourne plus. Voilà. Et c'est vrai que, comme on dit, on apprend de nos échecs, on apprend de nos erreurs. Et en même temps, il faut le savoir accepter cet apprentissage, ce manque d'expérience. Voilà, moi j'ai fait au moins 2 albums solo pour me planter à chaque fois. Alors je les ai fait en total amateur. J'ai énormément appris, mais c'est vrai que le résultat n'était pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. Et donc, forcément, il y a une déception. Forcément, il y a un blocage. Ensuite, déjà sur ses compétences, sur son projet. Est-ce qu'on a eu la bonne vision? Est-ce qu'au final, on est fait pour ça? Est-ce que, voilà, donc plein de questions qui remontent. Mais en gros, toutes ces questions viennent du fait que, moi, je n'étais pas préparé et surtout, je n'avais pas les infos. Donc, je suis parti un petit peu à l'aventure. Alors, c'est comme ça qu'on apprend, mais forcément, il peut y avoir un risque. Donc, l'objectif de ce Bibi Blabla, c'est que si vous êtes aujourd'hui à l'étape où j'étais il y a plus de 20 ans, avoir envie de enregistrer un album, voilà, déjà, l'objectif, c'est que ces 10 points vont vous permettre d'éviter certaines plantades, d'éviter certaines déceptions. Une fois que vous avez terminé, que vous écoutez, vous dites mais c'est pas du tout au niveau de ce que j'ai l'habitude d'écouter sur les artistes que j'aime et tout ça. Voilà, donc c'est un métier et donc vraiment respectez déjà ces 10 points-là et je dis pas que c'est le succès garanti, mais en tout cas c'est une bonne manière d'éviter les erreurs. Voilà, donc j'espère que ce Bibi Blabla vous a plu, j'espère que vous allez vous lancer, j'espère que vous allez faire un album, j'espère que vous allez faire un EP, j'espère que vous allez faire de la musique, parce que on n'est pas musicien si à un moment donné on n'offre pas de la musique à des gens, alors avec le risque qu'ils n'aiment pas, avec le risque qu'ils vous critiquent, mais ça fait partie du jeu, mais dans l'eau, c'est quelque chose aussi que je répète souvent, dans l'eau vous avez toujours quelqu'un pour qui votre musique va l'accompagner dans un moment de sa vie. Il y a toujours quelqu'un qui va aimer ce que vous faites ou qui va trouver quelque chose d'intéressant. Et je crois que la musique, ce qu'il y a de plus intéressant, ce qu'il y a de plus important, c'est que la musique est faite pour accompagner les gens. Voilà, donc si vous reprenez votre propre expérience et vous prenez tous ces morceaux que vous aimez, quand vous les écoutez, vous vous souvenez exactement de certains moments de votre vie. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut souhaiter de plus à notre musique, c'est qu'elles permettent au final d'accompagner les gens dans leur vie et de vivre certains moments. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Donc, métronome obligatoire. Travail des mélodies vocales obligatoire. Voilà, rythmique obligatoire. Écriture de titres
j'allais dire obligatoire, forcément, mais faites quelque chose qui est vraiment spécifique et remarquable, c'est-à-dire que spécifique, qui soit vraiment propre à votre personnalité et remarquable, qui permette d'être remarqué parce que elle n'est pas, votre musique est différente quelque part des autres musiques qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a trop de singerie, trop de copiage dans la musique, donc vraiment soyez spécifique et remarquable. Voilà, j'espère que ce Bibi Blabla vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci de liker, merci de partager, et je le répète, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, ainsi que des formations, et date du prochain webinaire Devenez musicien entrepreneur. C'est, je fais ça de mémoire, c'est début mai je crois, voilà, je vous l'indiquerai là, et puis bah, voilà, j'attends vos commentaires, et puis eh bien, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire vivre un petit peu cet enregistrement de cet album, voir un peu comment ça se passe. Il va y avoir des moments où ça va pas bien se passer, c'est évident, et puis on va partager ça ensemble. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.